Clara était assise seule dans le salon silencieux de son appartement à Lyon, l'horloge murale émettant un doux tic-tac qui résonnait dans l'air lourd. Le silence était oppressant, comme une couverture dont elle ne pouvait se défaire. Cela faisait maintenant 3 mois que son mari, Jean, était parti, et le monde semblait avoir perdu toutes ses couleurs. La maison qu'ils avaient construite ensemble, pleine de rires et de rêves, résonnait désormais d'un vide insupportable. Chaque jour, elle ressentait l'absence de son sourire chaleureux, la façon dont il chantait en préparant le petit déjeuner, la délicatesse avec laquelle il prenait sa main lorsque la vie lui semblait insupportable. Mais la vie ne s'arrête pas, même lorsque le cœur semble avoir cessé de battre. Clara avait 32 ans lorsque Jean avait perdu la vie dans un accident de voiture, la laissant seule face à un monde qui n'avait plus de sens. Ils étaient mariés depuis 8 ans. Durant cette période, ils avaient créé une vie pleine d'amour, même si elle n'était pas parfaite. Ils n'avaient pas d'enfants, non pas qu'ils ne le souhaitaient pas, mais parce que cela ne s'était tout simplement pas produit. Maintenant, avec Jean disparu, il ne lui restait que des souvenirs et un avenir qu'elle ne pouvait même plus envisager. Après les funérailles, les jours se confondaient les uns avec les autres. Au début, amis et proches venaient souvent lui rendre visite, apportant nourriture et mots réconfortants, mais avec le temps, leurs visites devenaient moins fréquentes. Elle ne leur en voulait pas. Il est difficile de rester aux côtés de quelqu'un qui est en deuil. C'est une situation compliquée et inconfortable, et les gens ne savent pas quoi dire quand les larmes ne cessent de couler. Clara avait essayé de se tenir occupée en nettoyant la maison, en rangeant les affaires de Jean, et même en retournant à son travail d'enseignante, mais rien ne pouvait combler ce vide. Son frère aîné, Gabriel, était là pour elle. De 3 ans son aîné, il était un homme grand, avec une voix forte et une personnalité qui remplissait n'importe quelle pièce. En grandissant, Gabriel avait toujours été son protecteur. Quand les enfants à l'école se moquaient d'elle parce qu'elle était trop silencieuse, il intervenait avec ses larges épaules et ses mots tranchants qui suffisaient à les effrayer. C'était lui qui lui avait appris à faire du vélo, qui lui passait des biscuits en cachette lorsque leur mère ne regardait pas, et qui lui disait qu'elle pouvait accomplir n'importe quoi si elle s'en donnait les moyens. Même à l'âge adulte, ils étaient restés proches. Gabriel l'appelait chaque semaine, et lorsque Jean était encore en vie, ils passaient tous les 3 leurs dimanches ensemble, riant autour du barbecue ou regardant de vieux films. Mais après la mort de Jean, Gabriel avait changé. Il venait de plus en plus souvent, presque tous les jours. Au début, Clara pensait qu'il était simplement inquiet pour elle, apportant des courses, réparant des choses dans la maison ou s'asseyant avec elle en silence quand elle n'avait pas envie de parler. Elle était reconnaissante pour sa présence, même si parfois elle avait l'impression qu'il était trop présent. Puis, un soir, tout avait changé. C'était une nuit froide, et elle avait invité Gabriel à dîner. Elle avait préparé son plat préféré, des spaghettis aux boulettes de viande, espérant se sentir un peu normale pour une fois. Ils s'étaient assis à la table de salle à manger, celle que Jean et elle avaient choisie des années auparavant dans un marché aux puces. La nourriture était bonne, mais la conversation était morne. Clara n'était pas d'humeur à parler beaucoup, et Gabriel semblait distrait, son regard errant dans la pièce comme s'il cherchait quelque chose. Clara posa soudain sa fourchette. Sa voix était sérieuse, et cela lui fit un nœud dans l'estomac. « Dis-moi, Gabriel, comment tu te sens vraiment ?» Il la regarda, surpris par la question. « Je m'inquiète pour toi, Clara. Tu sembles si perdue. » Elle soupira, le regard fixé sur son assiette. « C'est juste que tout semble si vide sans lui. Je ne sais pas comment avancer. » Gabriel se pencha légèrement en avant, ses yeux pleins de compassion. « Tu n'es pas seule. Je suis là pour toi, toujours. » Clara sentit une chaleur réconfortante envahir son cœur. « Je sais, mais parfois, j'ai l'impression que rien ne pourra jamais remplacer ce que j'ai perdu. Peut-être pas, mais cela ne signifie pas que tu dois rester seule dans cette douleur. Je veux t'aider à retrouver un sens à tout cela. »
Elle leva les yeux vers lui, cherchant une lueur d'espoir dans son regard. Et comment ferais-tu cela? Nous pourrions commencer par faire des choses ensemble, sortir, redécouvrir la vie. Je sais que ce n'est pas facile, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Clara hocha la tête, touchée par sa détermination. D'accord, essayons. Mais je ne promets rien. Gabriel sourit, un sourire chaleureux qui lui rappela Jean. C'est tout ce que je demande. La soirée se poursuivit, et bien que l'atmosphère restât lourde, Clara sentit une légère lueur d'espoir. Peut-être que, lentement, elle pourrait commencer à guérir. Clara leva les yeux de son assiette, le cœur battant un peu plus fort. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, perplexe. Gabriel, penché en avant, les coudes sur la table, les mains jointes, la regarda avec une intensité qui la déstabilisa. « Tu ne vas pas bien, je le vois. Tu es seule dans cette maison, et ça ne te fait pas de bien. » Elle soupira, détournant le regard. « Je m'en sors, Gabriel. C'est difficile, mais j'essaie. » Il secoua la tête, ses yeux sombres la scrutant avec une inquiétude palpable. « Essayer ne suffit pas. Tu es jeune, Clara, tu as toute la vie devant toi. Tu ne peux pas rester ici à perdre ton temps à pleurer indéfiniment. » Les mots de Gabriel la blessèrent, mais elle ne répliqua pas. Il avait raison, après tout. Elle se sentait bloquée, comme si sa vie était devenue un film au ralenti. Mais que voulait-il qu'elle fasse? Oublier Jean et avancer? Je sais que tu aimais Jean, continua-t-il d'une voix plus douce, mais il n'est plus là, et je ne veux pas que tu te perdes. Elle le regarda, intriguée mais méfiante. Et quelle est ton idée? Demanda-t-elle, un sourcil levé. Gabriel prit une profonde inspiration, semblant hésiter, une nervosité qu'elle n'avait jamais vue chez lui. Je pense que tu devrais envisager de te remarier. Clara, figée, la fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche, ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Quoi? Tu as besoin de quelqu'un qui prenne soin de toi, qui t'empêche de fréquenter les mauvaises personnes, poursuivit-il, sans fléchir. Je t'ai déjà vue, Clara. Des veuves qui se sentent seules finissent souvent par se retrouver avec des hommes qui profitent d'elles. Je ne veux pas que cela t'arrive. Son visage s'empourpra, un mélange de confusion et de gêne l'envahissant. Activé? Gabriel, de quoi parles-tu? Il se déplaça sur sa chaise, visiblement mal à l'aise mais déterminé à continuer. Je parle d'intimité, Clara. Une femme comme toi, jeune et seule, a des besoins naturels. Si tu n'as pas un mari pour les satisfaire, tu pourrais chercher dans les mauvais endroits. Je cherche simplement à te protéger, conclut-il, fermement. Clara était abasourdie. Son frère, assis devant elle, parlait de ses besoins comme s'il s'agissait d'une adolescente imprudente, incapable de se contrôler. Elle reposa la fourchette, les mains tremblantes. Gabriel, je ne suis pas une femme facile qui court après les hommes parce qu'elle se sent seule. J'aimais Jean. En ce moment, je ne pense à personne d'autre. Je sais que ce n'est pas le cas, répondit-il rapidement, levant les mains comme pour la calmer. Mais c'est justement ça le problème. Tu ne peux pas penser clairement. Tu es en deuil, et la douleur pousse les gens à faire des choses stupides. Je veux juste que tu ailles bien, Clara. Je veux que tu aies une belle vie. Elle poussa sa chaise, les pieds raclant le sol. Donc, ta solution est que je me marie, que je trouve simplement un homme pour remplacer Jean, et ensuite quoi? Aller au lit avec lui pour ne pas chercher ailleurs? Mais te rends-tu compte de ce que tu dis? Répondit-il, sans reculer. Je ne dis pas de remplacer Jean, personne ne peut le faire. Mais tu as besoin de quelqu'un, et je pensais que peut-être je pourrais t'aider à trouver la bonne personne. Elle se figea, intriguée. Que veux-tu dire? Gabriel hésita, puis se pencha en avant, baissant la voix. Je connais quelqu'un,
Un homme bien, Clara. Quelqu'un qui prendrait soin de toi, qui te respecterait. Clara se tenait là, les mains serrées sur la table, le regard fixé sur son frère, Gabriel. L'atmosphère dans la petite cuisine de leur appartement à Lyon était tendue, presque palpable. Gabriel, son visage marqué par l'inquiétude, avait osé évoquer des sujets qu'elle n'était pas prête à aborder. « Je connais quelqu'un, dit-il, sa voix ferme mais douce. Un homme bien, Clara. Il s'appelle Daniel. » Daniel, répéta-t-elle, perplexe. Qui est-ce? C'est un collègue de travail. Un veuf, comme toi, et il a quelques années de plus. Il a un bon emploi, une belle maison. Il m'a demandé de te parler de toi. Clara sentit son cœur se serrer. L'air semblait s'être évaporé autour d'eux. Tu as parlé de moi à un homme, demanda-t-elle, la voix tremblante. De me marier? Non, non, pas de mariage, répondit Gabriel, rougissant légèrement. J'ai juste mentionné que tu traversais une période difficile. Il est vraiment un bon gars, Clara. Je ne te le suggérerais pas si je ne pensais pas que c'était bien pour toi. Elle se leva brusquement, les poings serrés. Gabriel, je n'arrive pas à y croire. Jean est parti depuis à peine 3 mois, et tu cherches déjà à me caser avec quelqu'un. Penses-tu vraiment que j'ai besoin d'un homme pour me distraire? Je ne suis pas une enfant, je peux prendre soin de moi-même. Gabriel se leva à son tour, son expression mélangeant frustration et inquiétude. Je ne dis pas que tu es une enfant. Je dis juste que tu souffres, et je m'inquiète pour toi. Je ne veux pas que tu finisses seule, ou pire, avec quelqu'un qui ne te mérite pas. Je n'ai pas besoin que tu décides qui me mérite, rétorqua-t-elle, la voix brisée. Je viens de perdre mon mari. Gabriel, je ne suis pas prête à avancer. Je ne sais même pas si je le serai un jour, et je n'ai certainement pas besoin que tu me pousses à faire quelque chose que je ne veux pas. Le silence s'installa, lourd et pesant. Gabriel la regardait, la mâchoire serrée, ses yeux cherchant les siens. Clara espérait qu'il s'excuserait, mais au lieu de cela, il prononça des mots qui lui glacèrent le sang. Je ne te demande pas, Clara, je te le dis en tant que ton frère. C'est mon devoir de veiller sur toi. Si tu ne commences pas à penser à ton avenir, je devrais intervenir. Elle le fixa, le cœur battant la chamade. Intervenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne te laisserai pas ruiner ta vie, dit-il d'une voix ferme. Si tu ne veux pas écouter la raison, je m'assurerai que quelqu'un prenne soin de toi, que ça te plaise ou non. Clara se sentit comme si elle avait reçu une gifle. Ce n'était pas le Gabriel qu'elle connaissait, celui qui l'avait toujours soutenue, qui l'avait encouragée et lui avait donné un sentiment de sécurité. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pensait pouvoir contrôler sa vie, ses choix, son cœur. « Va-t'en, dit-elle, la voix tremblante mais résolue. Clara, commença-t-il, mais elle l'interrompit. Va-t'en. Je ne veux pas te voir en ce moment. Il resta un instant immobile, puis lentement, il prit sa veste accrochée au dossier de la chaise et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se retourna vers elle, une expression plus douce mais toujours obstinée sur le visage. Je fais ça parce que je t'aime, Clara. Un jour, tu comprendras. Lorsque la porte se ferma derrière lui, Clara s'effondra sur sa chaise, cachant son visage dans ses mains. Les larmes commencèrent à couler, chaudes et rapides, mais elles n'étaient plus seulement pour Jean. Elles étaient pour elle, pour le frère qu'elle croyait connaître, pour une vie qui lui échappait. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de colère et de confusion. Les mots de Gabriel résonnaient dans son esprit comme un disque rayé. Comment pouvait-il penser qu'elle avait besoin de quelqu'un pour la réparer? Comment pouvait-il parler de sa vie privée comme s'il était celui qui devait la contrôler? Elle se promenait dans les rues de Lyon, les souvenirs de Jean l'assaillant à chaque coin de rue. Les cafés animés, les rires des passants, tout lui rappelait ce qu'elle avait perdu.
Elle se sentait perdue, comme si elle errait dans une ville qui n'était plus la sienne. Les soirées étaient les plus difficiles. Elle s'asseyait sur le canapé, entourée des souvenirs de son mari, des photos accrochées au mur, des livres qu'ils avaient lus ensemble. Chaque objet lui parlait de lui, et chaque silence était un rappel cruel de son absence. Un soir, alors qu'elle regardait par la fenêtre, une silhouette familière attira son attention. C'était Gabriel, qui se tenait là, hésitant. Elle sentit une vague de frustration l'envahir. Pourquoi ne pouvait-il pas comprendre qu'elle avait besoin de temps? Elle ouvrit la porte, prête à lui dire ce qu'elle pensait. Mais en le voyant, quelque chose en elle se calma. Il avait l'air fatigué, inquiet, et elle réalisa qu'il ne faisait que s'inquiéter pour elle. « Clara » commença-t-il, sa voix douce. « Je suis désolé. Je ne voulais pas te blesser. » Elle soupira, le regardant dans les yeux. « Je sais que tu veux le meilleur pour moi, mais je ne suis pas prête. » « Pas encore. » Gabriel hocha la tête, comprenant. « Je respecterai ton espace. Mais sache que je suis là, si tu as besoin de moi. » Elle lui sourit faiblement, reconnaissant son soutien. Peut-être, juste peut-être, il y avait un chemin à suivre, un chemin qu'elle pourrait tracer à son propre rythme. Clara avait besoin de temps pour digérer ce qui s'était passé. Elle avait évité les appels de son frère, ignoré ses messages, cherchant désespérément un espace pour comprendre pourquoi Gaius, son frère et meilleur ami, avait franchi une limite qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais Gaius ne se laissa pas abattre. Une semaine plus tard, il se présenta à sa porte, accompagné d'un homme qu'elle ne connaissait pas. L'homme était grand, avec des cheveux soigneusement coiffés et un sourire poli. Il se présenta comme Daniel, l'homme dont Gaius lui avait parlé. Clara sentit son estomac se nouer à l'idée que son frère avait amené quelqu'un chez elle sans même lui en parler. Elle était trop abasourdie pour discuter, alors elle les laissa entrer. Chaque seconde de cette visite lui semblait fausse. Daniel était aimable, il lui posa des questions sur son travail d'enseignante et partagea des anecdotes sur sa vie, mais Clara avait du mal à se concentrer. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Gaius, assis là, la regardant comme s'il s'agissait d'un projet qu'il devait mener à bien. Une fois qu'ils furent partis, elle ferma la porte à clé et éclata en sanglots. Elle se sentait trahie, comme si Gaius avait pris quelque chose de sacré, son chagrin, son autonomie, et l'avait transformé en une mission personnelle. Clara ne savait plus qui était son frère, et cela la terrifiait plus que la solitude. Elle décida qu'elle avait besoin de réponses. Elle appela leur mère, qui vivait à quelques heures de route. La voix de sa mère était pleine de surprise et d'inquiétude lorsqu'elle lui raconta ce qui s'était passé. « Ce n'est pas comme Gaius, dit-elle. Il a toujours été protecteur, mais là, c'est trop. Peut-être devrais-tu parler à Sarah, sa femme. Vous avez toujours été très proches. » Clara acquiesça, se sentant un peu plus rassurée par l'idée de se confier à Sarah. Une soirée, elle prit sa voiture et se dirigea vers leur maison, ses mains tremblantes sur le volant. Quand elle frappa à la porte, Sarah l'accueillit avec un sourire chaleureux, mais son expression devint rapidement préoccupée en voyant le visage de Clara. Autour d'une tasse de café, Clara lui raconta tout. Les paroles de Gaius, son insistance à ce qu'elle épouse Daniel, les menaces qu'il avait proférées. Sarah l'écouta en silence, son front se plissant de plus en plus à chaque mot. Quand Clara eut fini, Sarah soupira et s'appuya contre le dossier de sa chaise. « Clara, je n'avais aucune idée qu'il irait si loin, » commença-t-elle. « Il a beaucoup parlé de toi, disant qu'il était inquiet que tu ne puisses pas t'en sortir. Mais je ne sais pas ce qui lui prend. » Elle hésita, puis se pencha en avant, baissant la voix. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Gaius est très stressé en ce moment. Son entreprise traverse une période difficile, et il travaille d'arrache-pied pour la maintenir à flot. Ce n'est plus lui. Je pense qu'il essaie de contrôler quelque chose dans sa vie.
Et tu es la chose la plus proche à laquelle il peut s'accrocher. Les mots de Sarah frappèrent Clara comme un coup de poing. Gaius, le frère fort et sûr de lui qu'elle avait toujours connu, était en difficulté. Cela ne justifiait pas ses actions, mais cela lui donnait une nouvelle perspective sur son comportement. Peut-être ne cherchait-il pas à la blesser, mais simplement à la protéger, effrayé à l'idée de la perdre, effrayé de faillir en tant que frère. Mais comprendre ne signifiait pas pardonner. Pas encore. Elle remercia Sarah et rentra chez elle, l'esprit en ébullition. Elle savait qu'elle devait affronter Gaius, mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Le lendemain, elle trouva une lettre glissée sous sa porte. C'était de lui. Clara, je sais que j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit, et je n'aurais certainement pas dû amener Daniel sans te demander. Je voulais juste t'aider, mais maintenant je comprends que j'ai dépassé les bornes. Je veux juste que tu sois heureuse, et l'idée que tu restes seule me terrifie. Les mots de Gaius résonnaient dans son esprit. Elle se sentait partagée entre la colère et la compassion. Clara se tenait dans son salon, la lettre de Gaius à la main, le cœur lourd. Elle avait relu ces mots plusieurs fois, chaque passage lui faisant ressentir un mélange de colère et de compassion. Gaius, son frère, avait toujours été son roc, mais ces dernières semaines, il avait franchi des limites qu'elle n'aurait jamais imaginées. Elle se remémorait la façon dont il avait tenté de contrôler sa vie, de la protéger à sa manière, mais cela avait eu l'effet inverse. Elle avait besoin de temps pour digérer tout cela. Je te promets que cette fois, je t'écouterai avec bienveillance, Clara, avait-il écrit. Elle savait qu'il était sincère, mais une part d'elle était encore blessée. Elle décida de lui donner du temps, de se concentrer sur elle-même. Les semaines suivantes, Clara s'engagea dans un voyage de guérison. Elle commença à avoir une thérapeute, une femme douce qui l'aidait à démêler le nœud de douleur et de colère qu'elle portait en elle. Elle s'inscrivit à un club de lecture à la bibliothèque de son quartier à Lyon, où elle rencontra des gens qui ne la connaissaient pas comme la veuve de John, mais simplement comme Clara. Cela lui apportait un certain réconfort. Elle se mit également à peindre à nouveau, une passion qu'elle avait laissée de côté depuis ses années universitaires. Petit à petit, le monde commença à lui sembler un peu moins lourd. Gaius, de son côté, respecta son espace, mais il lui envoyait des gestes affectueux, un message pour prendre de ses nouvelles, un bouquet de fleurs accompagné d'une note disant « Je suis là quand tu seras prête ». Ce n'était pas suffisant pour effacer ce qu'il avait fait, mais cela montrait qu'il essayait de réparer les choses. Un jour, alors qu'elle faisait ses courses au supermarché, Clara croisa Daniel, un ami de Gaius. Elle se prépara à une conversation gênante, mais il fut d'une grande gentillesse. « Je suis désolé pour la visite surprise », expliqua-t-il, Gaius a insisté pour que je vienne. Il marqua une pause, puis ajouta doucement, « J'ai perdu ma femme il y a 2 ans. Je sais ce que c'est que de se sentir perdu. » Clara l'écouta, touchée par sa sincérité. « Je ne cherchais pas à la remplacer, et je suis sûre que tu ne cherches pas à remplacer John. Gaius tient simplement à toi, à nous, dit-il, avec une voix pleine d'empathie. » Elle acquiesça, consciente qu'il avait raison, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il avait tout fait de travers. « La famille est compliquée, » poursuivit Daniel avec un sourire triste mais compréhensif. « Donne-lui du temps, il comprendra. » Ces mots résonnèrent en elle. Ils ne lui donnèrent pas envie de se marier avec Daniel ou quiconque d'autre, mais ils lui firent comprendre que les intentions de Gaius, bien que mal orientées, étaient motivées par l'amour. Finalement, Clara décida qu'il était temps de parler à Gaius. Elle l'invita chez elle un dimanche, le même jour où ils passaient du temps ensemble avec John. Lorsqu'il entra, elle remarqua qu'il semblait nerveux, son assurance habituelle avait disparu. Ils s'assirent sur le canapé, et un silence pesant s'installa. Clara prit une profonde inspiration et commença à lui parler de ses blessures, de la façon dont ses mots l'avaient affectée, de son sentiment d'inadéquation,
et de son besoin de temps pour faire son deuil à sa manière. Gaius l'écouta, le regard fixé sur le sol. Quand elle eut fini, il leva les yeux, les larmes aux yeux. « Je suis vraiment désolé, Clara. Je pensais t'aider, mais j'ai été égoïste. J'avais peur de te perdre, de ne pas pouvoir réparer les choses. Je sais que je ne peux pas contrôler ta vie, et je te promets que je ne le ferai plus. » Clara prit sa main et la serra fort. « J'ai besoin que tu sois mon frère Gaius, pas mon gardien. Il suffit que tu sois là. » Il hocha la tête et l'enlaça. « Je le ferai, je te le promets. » Ce n'était pas une solution parfaite. La confiance se reconstruisait lentement, et la douleur ne disparaissait pas du jour au lendemain. Mais ce jour-là, assise avec Gaius, Clara ressentit une lueur d'espoir. Elle n'était pas prête à tourner la page après John, peut-être ne le serait-elle jamais complètement, mais elle commençait à comprendre qu'elle pouvait bâtir une vie sans lui, un pas à la fois, avec son frère à ses côtés, non pas pour la contrôler, mais pour la soutenir. Et pour la première fois depuis des mois, elle se sentit capable de respirer. Abonnez-vous à la chaîne de